Bonjour, je suis Selma El Mouissi. Bienvenue dans ENR On Air by SIA Partners, le podcast sur les énergies renouvelables à destination des professionnels du secteur de l'énergie. Dans ENR On Air, j'ai le plaisir d'interroger des acteurs de premier plan. Consommateurs, acheteurs et gestionnaires d'énergie, fournisseurs, producteurs, experts marché et prix, experts juridiques et bien d'autres encore. On aborde ensemble des sujets qui vous aideront à relever les défis énergétiques de demain. Que vous vous posiez des questions sur votre stratégie d'achat d'énergie, sur la couverture de vos besoins, sur la décarbonation, ce podcast est fait pour vous. Nos invités y partagent sans tabou leur retour d'expérience, leur expertise, et à chaque épisode, ils adressent spécifiquement leurs conseils aux consommateurs et acheteurs d'énergie. Alors sans plus tarder, je vous laisse à présent découvrir notre invité du jour et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maître de Vedex, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais d'abord vous demander de vous présenter pour nos auditeurs, de me donner votre nom, votre profession et de nous dire quand vous avez commencé à vous intéresser au PPA. Bonjour, merci de m'accueillir pour ce podcast. Je m'appelle Marc de Vedex, je suis avocat depuis 2017, exclusivement dédié au droit de l'énergie et au secteur de l'énergie. J'ai commencé à m'intéresser au PPA quand les besoins sont nés pour les clients, donc de mon côté autour de 2020-2021. Merci. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est un PPA d'un point de vue juridique ? Alors juridiquement, je vais être un petit peu provocateur, mais le PPA n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie juridique PPA. En réalité, ça renvoie à une multitude d'objets. PPA, ça veut dire Power Purchase Agreement. Ça vient des États-Unis, mais en réalité, on n'a pas attendu les États-Unis pour conclure des contrats d'achat d'électricité. Donc en réalité, ça renvoie à certaines catégories de contrats d'achat d'électricité, voire d'autres contrats qui ne sont même pas forcément des contrats d'achat comme les PPA virtuels. En réalité, on entend tout un tas de choses différentes par PPA qu'on va décrire par différentes catégories de PPA. Donc on va parler de PPA off-site ou on-site, de PPA greenfield ou brownfield, ou encore de PPA physique ou virtuel. À chaque fois, on entend des choses différentes et un contenu différent et des enjeux aussi qui sont distincts. Donc voilà. Mais juridiquement, il n'y a pas de régime juridique propre à la notion de PPA et chaque type de contrat soit aura son régime juridique, soit se verra appliquer certaines contraintes législatives ou réglementaires avec des enjeux différents selon les clauses. Ok, très clair, merci. Concernant justement les PPA brownfield et greenfield, donc pour les PPA brownfield, il s'agit là d'actifs qui sont existants. Concernant les PPA greenfield, là, on est dans le cas d'actifs qui sont en cours de développement. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux PPA greenfield avec vous et on aimerait savoir quels sont les grands enjeux de chacune des parties lorsqu'elles contractualisent ce type de PPA. Le PPA greenfield vient effectivement supporter, soutenir le financement d'un actif nouveau, donc d'une nouvelle installation de production, ou alors d'un actif existant mais qu'on va renforcer en augmentant sa capacité ou en remplaçant des turbines par des nouvelles, donc ce qu'on appelle du repowering. Donc ces PPA greenfield ont des enjeux peut-être plus importants que d'autres types de PPA parce que derrière on va devoir financer ces nouveaux investissements et donc il y a un enjeu économique et financier très important derrière pour le producteur puisque souvent il va recourir à un financement externe, donc à de la dette avec des prêteurs qui s'assurent de ce qu'on appelle la bankability, donc la bankabilité du projet et pour ça il a besoin de vérifier que le contrat d'achat d'électricité, le PPA, est bankable, c'est-à-dire qu'il peut être financé. Ça conduit à un certain nombre d'enjeux qui touchent au risque de contrepartie, à la date de mise en service, au volume et à la disponibilité de l'installation de production, à l'intégration avec les autres objets juridiques qu'il peut y avoir derrière, comme le contrat de complément de fourniture ou la valorisation de l'énergie. Sur la contractualisation, justement, est-ce que vous pourriez nous donner la durée moyenne de la phase de contractualisation ? La durée moyenne de la phase de contractualisation, on peut dire qu'elle est autour de 8-12 mois actuellement pour un corporate PPA, donc un contrat PPA conclu directement entre un producteur et un consommateur. À partir du moment où on commence les discussions sérieusement, on va dire, jusqu'à la signature du PPA.
Après, on peut aussi s'attendre à ce que ces durées réduisent au fur et à mesure que les producteurs et les acheteurs s'habituent à ce type de contrat et les négocient plus facilement. Ok, donc ça dure 8 à 12 mois et quelles sont les grandes étapes du coup sur ces 8 à 12 mois ? Alors généralement, il y a 2 grandes étapes, c'est-à-dire la négociation et la conclusion d'un avant-contrat qu'on appelle term sheet et la rédaction, la négociation d'un contrat qu'on appelle PPA qui va remplacer la term sheet. Donc la term sheet se présente en général sous forme de tableau à colonnes qui vise à fixer, à cristalliser les grands enjeux, les grandes clauses du PPA, le prix, la durée, les garanties, les sûretés. Et le but, c'est d'évacuer les principaux problèmes, de se mettre d'accord sur l'essentiel et ensuite d'aller dans le détail au moment où on rédigera et on négociera le contrat en tant que tel. Concernant justement la négociation, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points d'attention importants pour le consommateur et les principaux risques et comment il peut les maîtriser au mieux ? Alors, pour les principaux points d'attention, il y en a côté producteur et consommateur. Et même si on est consommateur, il faut aussi prendre en compte les points d'attention du producteur, notamment lorsqu'on est sur un PPA Greenfield, puisque derrière, il y a des prêteurs et le projet ne se fera pas si on dépasse certaines bornes dans le contrat. Donc, le principal point d'attention, c'est le risque de contrepartie, c'est-à-dire est-ce que le producteur ou le consommateur est solvable. Le risque de contrepartie, c'est plutôt un risque acheteur, c'est-à-dire que le producteur et derrière lui les prêteurs veulent s'assurer que l'acheteur, le consommateur, sera solvable pendant une durée suffisante, qui est en général de 15 à 20 ans, puisque c'est la durée du financement du projet. Pour ça, il va à la fois regarder en soi la notation de l'acheteur, sa solvabilité financière, et il va exiger des sûretés qui peuvent prendre la forme de garanties autonomes, garanties bancaires, pour couvrir le paiement du prix du contrat, alors pas sur 20 ans, mais sur 1 an, voire plus. Et puis aussi de cautionnement de garantie de maison mère. Côté consommateur, donc il faut avoir conscience que ce sera probablement une exigence du producteur et éventuellement on peut aussi demander une sûreté du producteur puisque notamment en général les producteurs sont des coquilles vides, ce sont des SPV, donc des sociétés dédiées qui sont des filiales de sociétés plus importantes qui sont des producteurs et donc on peut éventuellement imaginer une garantie de maison mère émise par la maison mère du producteur. À côté du risque de contrepartie, un autre point d'attention important pour le consommateur, c'est le volume acheté. La difficulté, c'est que les producteurs, souvent, en tout cas sur les PPA, sont des producteurs d'électricité à partir de sources renouvelables, donc photovoltaïque ou éolien. Ça signifie que c'est de la production intermittente. Or, le consommateur, lui, il a un profil de consommation qui ne dépend pas évidemment du vent et du soleil, qui dépend de ses propres contraintes de consommation. Pour réconcilier ça, il y a surtout une principale difficulté, c'est que le producteur, la plupart du temps, il ne pourra pas s'engager sur un volume de production, que ce soit horaire, journalier ou même annuel. Il va plutôt s'engager sur une disponibilité de l'installation de production qui sera prête à produire dès qu'il y aura du vent ou du soleil ou de l'eau si on est sur de l'hydroélectricité. Et donc on met en place l'un des principaux engagements du producteur, c'est la garantie de disponibilité qui est calculée de manière assez technique. En général, on renvoie à une annexe et qui fait l'objet de négociations en général assez intenses et qui concrètement prévoit que le producteur doit faire en sorte que l'installation soit disponible 95, 97, 98% du temps par exemple. Pour finir peut-être sur les points d'attention et de négociation, ce sont les risques de remise en cause du contrat en cours d'exécution. C'est-à-dire qu'on est sur des contrats de longue durée, de 15-20 ans. La libéralisation des marchés de l'énergie, elle a débuté il y a 20 ans. Donc il faut se projeter et se dire que dans 20 ans, notre contrat, si on le conclut aujourd'hui, il prendra fin. Donc il y a une durée aussi importante qui se sera déroulée. Ce qui signifie qu'il y a plein d'événements qui vont affecter les marchés de l'énergie et l'organisation des marchés de l'énergie, le cadre juridique, qui vont venir perturber l'exécution du contrat pendant ces 20 ans. Et pour ça, il faut à la fois avoir assez de souplesse pour que le contrat puisse s'adapter à l'environnement juridique et économique qui l'entoure, mais il faut aussi une rigidité suffisante pour financer le projet. On l'a vu, il y a un financement derrière, donc il y a des banques derrière qui vont exiger que le contrat soit suffisamment stable, c'est-à-dire que les parties notamment ne puissent pas en sortir
de manière discrétionnaire, mais qu'elle ne puisse pas non plus en sortir à n'importe quel moment, dès qu'il y aura un événement un petit peu fort, comme une forte variation des prix de l'énergie. Et donc pour ça, on encadre strictement les cas de résiliation, qui est en général limité à une résiliation pour faute, donc une faute suffisamment importante, et les cas de renégociation, qu'on appelle les clauses d'imprévision ou de sauvegarde. Et en lien avec cette question de la résiliation, donc la rupture anticipée du contrat, se pose la question des indemnités, c'est-à-dire qu'est-ce que la partie fautive va payer si elle commet une faute qui entraîne la résiliation du contrat, ou alors si elle commet d'autres fautes qui entraînent des pénalités, quelle est l'indemnité qui est payée. Donc il y a des enjeux importants sur le calcul des indemnités, et notamment la différence, par exemple pour le consommateur, si le producteur commet une faute que le contrat prend fin de manière anticipée, le consommateur va devoir s'approvisionner sur les marchés alors qu'il n'avait pas prévu de le faire. Et ce qu'on fait en général dans ce cas, c'est qu'on compare le prix du contrat avec le prix sur le marché et on multiplie cela par la production prévisionnelle. Il n'y a pas d'engagement de production, mais on est capable d'avoir une estimation de la production. Donc voilà, ce sont des enjeux importants à garder à l'esprit durant la négociation de la term sheet et du PPA. Ok, donc on voit bien qu'il y a quand même pas mal de choses à avoir en tête lorsqu'on contractualise un PPA. On voit bien, on imagine bien que pour le consommateur que ça peut être quand même judicieux de bénéficier d'un accompagnement juridique pendant cette phase. Pour les consommateurs qui nous écoutent, je pense que tout le monde se pose la question, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de prix pour un accompagnement juridique Alors oui, je peux donner une fourchette de prix, alors elle va être assez large, parce que ça dépend à la fois du cabinet auquel vous faites appel, puisque tous les cabinets n'ont pas les mêmes tarifs, et aussi du périmètre d'intervention de l'avocat. Puisque si vous limitez son périmètre d'intervention à la rédaction, par exemple, du PPA ou de la term sheet, ce sera relativement réduit. Ce qui, par exemple, en général, le consommateur, c'est plutôt le producteur qui va transmettre un projet de term sheet ou de PPA parce qu'il va avoir plus souvent l'habitude de conclure ce type de contrat. Mais parfois, c'est aussi le consommateur qui le fait. Et puis après, est-ce que l'avocat accompagne durant la négociation de la term sheet, du PPA ou non? Alors c'est une estimation assez large, mais globalement, l'accompagnement par un avocat sur ces types de contrats va aller de 5 000 à 30 000 euros. Donc ça dépend vraiment du degré d'accompagnement et des besoins du client. De la même manière, s'il y a une direction juridique suffisamment solide qui a déjà l'habitude de ce type de contrat, on sera plutôt sur la partie basse de la fourchette, alors que si on n'a pas d'équipe juridique solide en interne côté client, on sera sur la partie haute. Évidemment, ça ce sont seulement les frais d'avocat. Il va y avoir aussi des frais éventuellement d'accompagnement autres qu'avocat, puisque notamment, je peux donner un exemple, c'est-à-dire que moi régulièrement j'ai des clients qui viennent me voir qui ne connaissent pas les PPA et qui demandent un modèle de contrat. Ce que je leur explique en revanche, c'est que moi je ne suis pas là pour calculer par exemple les formules d'indexation ou la méthode de calcul de la disponibilité technique de l'installation. Ce sont des éléments économiques et techniques pour lesquels je n'ai pas une compétence suffisante. Je ne vais pas m'aventurer à ça. Et donc c'est là où on peut avoir, il faut faire de la pédagogie, il faut que le client comprenne qu'il a besoin d'un accompagnement varié et pas seulement juridique. Ok, très clair. Maintenant, pour prendre un petit peu de hauteur avec ce sujet des PPA, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'articulent les PPA avec le contrat de fourniture du consommateur ? Oui, alors ça c'est un enjeu important et qui est très actuel, c'est-à-dire que maintenant que depuis quelques années, certains consommateurs ont commencé à conclure des PPA, on se pose de plus en plus la question de l'articulation avec le contrat de fourniture. C'est-à-dire que, on l'a vu, la production est intermittente, elle ne correspond pas au profil de consommation de l'acheteur. Et pourtant, lui, il a besoin d'énergie. Donc ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas assez de vent ou de soleil, il a besoin d'un complément de fourniture. Et donc, il va conclure un contrat de complément de fourniture avec un fournisseur d'énergie. Ce fournisseur va donc agréger à la fois la production du PPA du producteur et un complément de fourniture que le fournisseur aura contractualisé de son côté sur le marché ou avec d'autres producteurs. Et donc c'est un enjeu important à conserver à l'esprit, peut-être même à identifier avant de commencer à conclure des PPA, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule la différence de profil entre la production et la consommation et comment on va contractualiser avec le fournisseur pour avoir ce complément de fourniture et éventuellement la valorisation du surplus de production, puisque parfois la production sera supérieure
à la consommation. Super, merci pour toutes ces explications très claires. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux consommateurs qui souhaitent se lancer dans un PPA ? Alors, peut-être d'abord un conseil sur le plan juridique. Je pense qu'il faut se faire accompagner le plus en amont possible, pas seulement par des conseils financiers ou économiques, mais aussi juridiques, à minima au niveau de la term sheet. C'est une erreur qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire des clients qui vont négocier la term sheet et ensuite qui vont voir un avocat en disant voilà, on a négocié une term sheet. Alors éventuellement, il y avait l'autre partie qui avait un avocat, moi j'en avais pas. Est-ce qu'on peut maintenant négocier un PPA avec vous ? Oui. Le problème, c'est que parfois, la négociation a été un peu déséquilibrée au moment de la term sheet. On a accepté des choses qu'on aurait pu ne pas accepter. Et c'est beaucoup plus compliqué de les renégocier au moment du PPA qu'au moment de la term sheet, puisque l'autre partie, elle considère qu'on a convenu de certains points et qu'on n'est pas censé y revenir. Donc voilà, le mieux, c'est de se faire accompagner en amont, éventuellement peut-être même avant la term sheet, pour bien envisager la contractualisation aussi avec le fournisseur, l'articulation, et comprendre dans quel contexte juridique tout cela se place. Un conseil peut-être non juridique aussi, on voit aujourd'hui avec la baisse des prix de l'énergie ces derniers mois que l'engouement qu'il y avait pour les PPA peut baisser un petit peu, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. De mon point de vue, en tout cas, même si je ne suis que juriste, je pense que c'est une erreur parce que c'est pas parce que le prix de l'énergie baisse sur 1, 2 ou 3 ans qu'il va rester bas sur 20 ans. Et donc, quand on a une volonté de contractualiser par un PPA, c'est bien pour se couvrir sur 15-20 ans, ou en tout cas se couvrir partiellement. Et donc, il y avait un véritable enjeu. Et arbitrer entre prix de marché et PPA, ça a peut-être moins de sens. Alors après, évidemment, il y a des consommateurs, notamment industriels, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un prix de l'électricité plus cher que leurs concurrents, parce qu'ils sont trop sensibles à l'électricité. Mais si on peut se le permettre, il faut sans doute essayer d'envisager un peu plus long terme que l'horizon de marché. Et c'est d'ailleurs ce qu'essaye de mettre en place la Commission européenne et le gouvernement français depuis quelques mois. On voit qu'ils incitent à la conclusion de contrats de plus long terme que 3 ans. Merci beaucoup, Maître Devedex. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis Nantes pour répondre à toutes nos questions et nous parler des PPA avec votre prisme d'avocat et donner tous ces bons conseils aux consommateurs qui nous écoutent. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci.